Bonjour à toutes et à tous. Et nous allons poursuivre avec cette table ronde sur la fabrique de l'immersion, regard croisé des musées. Donc ça a été effectivement très intéressant de suivre les échanges précédents et je reviens juste un tout petit peu sur l'intervention de la personne qui interrogeait sur la place de l'immersion et je pense qu'on est tous convaincus, nos équipes des musées aussi, effectivement, que l'immersion, c'est quelque chose qui a permis justement de faciliter l'accès dans les contenus de musée au lieu d'avoir ces présentations encyclopédiques très savantes. En fait, en créant ces expositions, ces parcours immersifs, on essaye également de rendre ces connaissances et ces contenus qu'on présente dans les musées accessibles à peu près à tout le monde. Donc c'est vraiment aussi dans cet objectif-là qu'on a souhaité discuter sur ces questions de l'immersion aujourd'hui. Donc on a remarqué aussi dans les précédentes tables rondes qu'il y a beaucoup de points communs entre ces questions de l'immersion, théâtralité, que ce soit dans les arts du spectacle, dans les jeux vidéo, dans la danse, dans les différents arts. Et on peut constater qu'il y a une grande porosité aussi dans nos manières de faire des expositions et des manières de concevoir un spectacle de danse ou de théâtre. Mais bien sûr, dans les expositions, ce qui nous importe tous, c'est de rendre la visite d'une exposition singulière et mémorable sans détourner, bien sûr, l'attention de ce qu'on souhaite raconter. Donc, lors de cette table ronde, nous allons percer quelques multiples approches d'immersion dans les musées. Et on a décidé de faire ça avec 3 exemples de musées un peu différents. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir 3 représentants des institutions muséales aux collections et aux expositions différentes. Donc, le musée de Louvre, un musée plutôt encyclopédique, avec les expositions qui mettent en lumière des œuvres souvent prestigieuses et qui font dialoguer entre elles. Le musée de la musique, Philharmonie, qui conçoit ces expositions à travers une approche essentiellement sonore et qui rend tangible une forme d'art immatériel. Et le musée de Confluence, qui met en avant des expositions inter- et pluridisciplinaires, transdisciplinaires, avec une grande diversité d'objets et croisement des récits. Nos intervenants, donc j'ai le plaisir de vous présenter Victoria Gertenbach, donc, du musée du Louvre. Elle a un double cursus d'architecte aussi bien en France qu'en Allemagne. Elle travaille au Louvre depuis 15 ans. Elle a conçu plusieurs expositions au Louvre et aussi dans le parcours permanent la présentation actuelle de la Joconde. Plus récemment, vous avez conçu l'exposition Léonard de Vinci et au printemps 2024, l'exposition Revoir Van Eyck, la Vierge du chancelier Roland, qui sera aujourd'hui surtout au cœur de notre discussion. Marie-Pauline Martin, vous êtes docteur en histoire de l'art, mais vous êtes aussi diplômée en musicologie et en philosophie. Vous étiez maître de conférence à l'université Aix-Marseille. Vous enseignez surtout les relations entre la musique et les beaux-arts au XVIIIe siècle. Mais ensuite, vous avez pris la direction en 2017 de la Musée de la musique et vous avez conçu plusieurs expositions depuis, dont la remarquable Musique animale en 2022. Et Marion Lyonnais, scénographe au Musée de Confluence, qui est diplômée de l'École nationale d'architecture de Marseille et titulaire du TPEA scénographie à l'ENSA de Nantes. Elle a soutenu une thèse sur la théâtralisation dans l'exposition en 2015. Donc, elle a débuté sa carrière dans l'agence Confino et ensuite elle a créé son propre atelier de scénographie en 2008. Elle a réalisé pour le musée de Confluence la scénographie des expositions Vénénum en 2017 et Magique en 2022. Et en 2022, elle a rejoint l'équipe permanente du musée de Confluence. Voilà, nous avons organisé en fait pour faciliter aussi les échanges en se posant une question. Je pose une question à toutes les intervenants et chacune pourra répondre à son tour et puis on discutera. Donc la question de la narration est venue quasiment à toutes les tables rondes. Et effectivement, c'est une notion fondamentale dans la conception d'une exposition. Donc, ma première question, c'était comment le récit devient immersif dans une exposition.
et comment on crée ces liens entre le contenant et le contenu, le médium et le message, le forme et le fond. Victoria. Bonjour à tous. Donc la question déjà est assez précise et complexe. Je vais juste revenir sur la particularité que nous représentons chacune. Donc moi, en tant qu'architecte scénographe du Musée du Louvre, c'est une institution immense où tous les métiers sont représentés. Donc peut-être par rapport à des interventions que j'ai entendues précédemment, chez nous, les choses sont assez spécialisées. Donc je vais intervenir en tant que scénographe, donc architecte de formation, scénographe de métier, donc vraiment exclusivement la scénographie, pour vous donner ma participation à cette partie de l'immersion, qui est, comme on l'a tous compris, le fait de beaucoup de personnes. Donc aussi bien les commissaires que les artistes, que les œuvres. Donc, voilà. Donc j'ai choisi, pour être assez finalement concrète aujourd'hui, de rester sur cette exposition Revoir Vanek, qui est un format d'exposition dossier, pas trop grand pour pas se perdre, et d'essayer de vous donner voilà, mes clés. Donc c'est ma proposition, elle n'est pas universelle, mais de manière très, on va dire, littérale et concrète, au risque d'être peut-être moins conceptuelle que ce qu'on a pu entendre précédemment. Donc l'exposition Revoir Vanek, qui a eu lieu au printemps 2024, est du fait du commissariat a été fait par Sophie Caron, qui est conservatrice au département des peintures du Musée du Louvre. Il faut savoir que le Musée du Louvre fait beaucoup d'expositions dans les murs et hors les murs, et que souvent nos conservateurs, qui sont très nombreux, sont donc les commissaires. Donc je vous dis ça parce qu'on va commencer tout de suite à parler du récit. Donc le récit, il a un contenu, une récitante en l'occasion. Et là, il s'agissait de Sophie Caron. Donc à chaque projet sur lequel nous allons travailler, évidemment, le commissaire est différent, le conservateur est différent. C'est très important parce qu'en fait, là, on a évoqué rapidement des œuvres que j'ai pu faire, enfin des scénographies de peinture, mais j'ai aussi travaillé sur de l'archéologie, sur des antiquités grecques, étrusques, romaines, enfin beaucoup de choses différentes. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas fait histoire de l'art. Donc moi, je ne suis absolument pas garante du contenu et je suis assez ignorante. Je fais un petit pont avec l'intervention précédente sur la question des publics. Donc finalement, dans le récit qui va m'être fait par le commissaire, donc ce premier dialogue, je suis le visiteur lambda qui, en plus, pas très studieux, ne connaît pas le sujet, parce qu'en fait, je ne peux pas maîtriser toutes les histoires que le Louvre peut raconter. Donc je n'ai aucune spécificité. Et ça a son importance parce que finalement, dans ce premier dialogue, donc ce conservateur ou ce commissaire qui va apporter une histoire, qui va la raconter, soit oralement, soit par le biais d'un synopsis écrit. Je vais découvrir une histoire en tant que personne qui n'a pas de connaissances sur le sujet. Et ça a son importance en ce qui me concerne, puisque je vais le prendre de manière complètement ingénue, rentrer complètement, donc m'immerger. J'aurais pas mis ce mot-là avant qu'on en parle beaucoup de l'immersion. J'avoue, j'avais jamais pensé que ce que je faisais était immersif, mais effectivement, il l'est. Et donc, je vais rentrer dans ce récit avec voilà, la crédulité de n'importe qui, et ce qui va me permettre d'être perméable à essayer de prendre au maximum, de digérer, de comprendre. Et puis, il y a un travail presque de maïotique, parce que mon commissaire doit être assez clair pour que moi, je le comprenne. Et une fois qu'il sera assez clair pour que moi, je le comprenne, et que je l'ai compris, je pourrai participer et donner quelque chose à comprendre au public. Donc c'est quelque chose d'assez important, parce que finalement, parfois, quand on est spécialiste de quelque chose, il y a toute une batterie de choses, on va dire, évidentes pour nous, qu'on ne sait plus expliquer. Peut-être qu'on peut passer à j'aurais une seule diapositive pour répondre à cette question. Voilà, on va parler d'une exposition autour de ce tableau, La Vierge au Chancelier Rollin, qui a eu une première restauration au Louvre en 2024. Et c'est à l'occasion de cette restauration qu'il y a ce qu'on appelle les expositions de dossiers qui a été créée. Donc là, c'est une 60aine d'œuvres présentées autour de cette œuvre. Je vous présente 2 images pour commencer. La première dans l'atelier de restauration, avant restauration, qui est donc l'objet tel que le connaissait donc la commissaire, sur lequel elle a beaucoup travaillé, et tout ce qu'elle a pu m'en dire avant qu'on l'expose, donc sur l'image de droite, et évidemment vous découvrirez plus tard tout ce qu'il y a autour. Donc pour moi, la question du récit à l'immersion,
Mon boulot, c'est de donner la forme. Donc on arrive avec des mots, ils sont écrits ou ils sont dits. Voilà, il y a ce côté un peu maïotique, je fais dire, je comprends. Et moi, ce que je sais faire, en tout cas ce que je travaille, c'est une analogie de forme, une évocation. Donc on va m'expliquer des choses, ça va faire naître des formes dans ma tête. Et ces formes-là, ensuite, je vais les appréhender auprès de ma commissaire, et pas seulement d'autres personnes, mais d'abord avec le commissariat. Et quand on sera d'accord que mes formes lui rendront un peu grâce en termes de sujets, qui seront assez d'accord là-dessus, on va le présenter à bien d'autres intervenants et puis développer tout ce qui est autour de la forme. Donc plus tard, je vous développerai un peu mes outils qui sont la géométrie, la forme, les proportions, les hauteurs, la couleur, la matière, la lumière. Puisqu'en fait, on fait passer on va dire, du rationnel, de la pensée, une recherche, un discours dans le sensible. Et le sensible, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on touche ou qu'on ne touche pas. Mais en tout cas, on tourne autour, on passe dedans. Donc voilà, moi je suis dans la partie géométrie, on s'immerge physiquement dedans, on rentre dans une pièce ou dans plusieurs, on suit un parcours, on voit des choses, on tourne autour, on a un rapport de corps à l'objet, donc un rapport de hauteur. On peut être intimidé ou intimement proche, on peut être tenu à distance, on peut être ébloui ou au contraire on a du mal à voir, on doit chercher. Donc voilà, c'est tout ça, tous ces mots que je viens de vous dire que je vais chercher dans le récit de mon interlocuteur ou interlocutrice. Et à partir de là, je vais essayer de le traduire. Donc là, je citerai juste pour finir un de mes anciens professeurs, Patricio Ceccarini, qui est un architecte qui a beaucoup écrit sur l'architecture et qui disait, en fait, on traduit dans la forme. Donc en fait, on transforme, donc on passe du mot à la forme, et il disait c'est une forme de transduction. Il mélangeait transformation, traduction, et j'avais toujours beaucoup aimé ce jeu de mots, puisqu'effectivement, voilà, du récit à l'immersion, c'est de récit à la forme, et donc c'est ce travail-là auquel je m'attelle tous les jours. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, on est dans la même méthodologie, un peu plus de la fabrique. Quels sont les outils? Et donc votre question, Merja, c'était comment le récit devient immersif. Pour le cas du musée de la musique à la Philharmonie, il y a plusieurs, bien sûr, outils de l'immersion. C'est audiovisuel, j'entends l'image animée, mais je n'y reviendrai pas. Bien sûr, comme ce que vous décrivez, hein, Victoria, la lumière fondamentale, l'accrochage. Mais moi, j'insisterai surtout sur un élément sur lequel on a parlé un peu ce matin, c'est le paramètre sonore. Effectivement, nous, l'immersion, elle vient, nous le confirme le public avant tout par la polysensorialité, on va dire, hein, de l'expérience d'exposition, parce qu'on parle autant, si ce n'est peut-être plus, mais en tout cas autant à l'oreille qu'aux yeux et à l'esprit. On crée donc des dimensions sonores extrêmement fortes, très souvent qui sont aussi spatialisées. On travaille beaucoup sur l'outil de diffusion qui est extrêmement important. On utilise peu des douches sonores, on est plus sur la spatialisation en multipiste pour créer différents espaces. Et cette diffusion spatialisée, elle permet bien sûr d'accompagner la déambulation du visiteur, elle permet d'englober le visiteur, donc créer cette impression d'immersion. Elle permet aussi souvent de motiver, même on joue beaucoup sur comment le son va motiver le déplacement du visiteur au fil d'un récit. Alors ça, c'est nos projets. Dit comme ça, c'est extrêmement simple, mais bien sûr, comme tout savoir-faire, il y a une vraie complexité derrière. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens, mais je dirais surtout ce qui ne se rémunère pas toujours, c'est le temps, l'invention et différentes expertises. En tout cas, nous, on part toujours du principe de la conviction partagée par toutes les équipes du musée, c'est que la dimension sonore, elle ne doit absolument pas être juste additionnelle, elle ne doit pas être un environnement anecdotique, un petit plus musical, un plus sonore, hein, qui viendrait se superposer à la réalité physique et matérielle du parcours que l'on offre. Mais comme le disait, je crois, vous le disiez ce matin, Christian Sermette, il faut que le son donne une cohérence au propos. Nous, c'est vraiment notre objectif. On travaille le son de manière à ce qu'il, tout immersif soit-il, de manière à ce qu'il souligne le propos, voire même qu'il structure le récit, qu'il complète le récit. Et ça se fait, je donne d'emblée un indicateur, je dirais, très ressources humaines à nos projets. Ça se fait absolument pas
chez nous en tout cas, par le biais de la sous-traitance, hein, qui pourrait être assez efficace. Ça se fait au prix en fait, d'une équipe audiovisuelle qui est intégrée, qui est interne au musée de la musique. On parle de 3 personnes et demie, hein. On a 3 ETP et demi. Et donc, c'est-à-dire c'est une équipe qui, dès les premiers balbutiements d'un projet, 2 ans et demi, 3 ans avant, est intégrée à l'équipe scientifique et artistique pour tout de suite saisir le sujet et voir comment est-ce que l'équation sonore permettra de, pas que juste de créer de l'immersion ludique, mais au contraire de comment le son va venir structurer le récit. Alors, je vous parlerai de plusieurs exemples. Peut-être le premier, parce que je sais que c'est une problématique que vous aborderez au Musée des Confluences. Alors certes de manière très, très différente, mais c'est un projet qui était assez ardu à faire, d'abord à assumer, et finalement dont je pense on a tiré le meilleur parti. L'exposition Amazonia de Salgado. Comment est-ce que ce projet s'est déroulé, et puis surtout pourquoi l'Amazonie et Salgado à la Philharmonie? Ça remonte en 2019. Hein, Sebastião Salgado cherchait un lieu pour présenter son dernier travail lié à ses missions, ses dernières récentes missions sur plus de 7 ans, 7 années au cours desquelles il passait régulièrement 2-3 mois par an au cœur de l'Amazonie brésilienne et surtout au contact de plusieurs populations autochtones. Par les hasards dont parlait Machem Makayev, hein, il a frappé aux portes de la Philharmonie. Je pense qu'il a vu à la Philharmonie l'opportunité un peu d'élargir le discours qui était le sien et de manière un peu pluridisciplinaire. Je pense qu'il a vu aussi l'occasion de programmer une série de concerts avec des musiciens qui lui tenaient à cœur, hein, Miranda Louis, aussi valoriser le répertoire de Villa-Lobos. Après, je dirais le projet pouvait être tentant, mais je veux dire, nous, on ne déroge jamais à un principe, c'est qu'on n'est pas un lieu d'accueil de projets existants. Premièrement, il faut qu'on façonne aussi avec eux, suivant l'orientation éditoriale de la Philharmonie. Et deuxième chose, dans les 400 photographies du projet Amazonia de Salgado, il y avait extrêmement peu de scènes proprement musicales. Et donc, du coup, vraiment la première discussion que l'on a faite avec lui, qui vous donne aussi un peu les mécanismes de fonctionnement. Lorsqu'on choisit un projet, il faut que la partie musicale ne soit pas anecdotique, elle ne soit pas un petit plus musical, comme je disais, mais elle soit à part égale avec le projet visuel. D'emblée, c'est une contrainte qu'on a donnée au photographe en lui disant, alors tous les sujets ne peuvent pas forcément avoir d'équivalence stricte musicale, mais lorsque ça se présente, la première réflexion que l'on a, c'est quelle commande, en tout cas sur quel terrain artistique on peut travailler pour faire en sorte de développer parallèlement au parcours photographique de Salgado un autre parcours musical qui vraiment serait à part égale et qui viendrait soutenir le récit, pas simplement de créer ambiancer le visiteur de manière musicale, mais comme la problématique de cette session, nourrir, structurer le récit et l'enrichir. Alors, donc, il y a eu plusieurs manières, hein, de finalement trouver une vraie opportunité de travailler avec Salgado. C'est qu'on a créé 4 espaces sonores dans l'exposition. Un justement sur Héctor Villa-Lobos, hein, qui est ce compositeur brésilien qui a même passé beaucoup de temps au cœur de l'Amazonie, au contact de populations autochtones au tout début du XXe siècle. On a travaillé directement avec cette musicologue brésilienne qui a beaucoup travaillé aussi sur les traditions musicales, hein, des Yanomami et d'autres populations autochtones, qui s'appelle Marluí Miranda. Il y a eu aussi tout un travail de récolte, de collectage de la parole de 5 chefs de populations autochtones. Donc aussi, nous, on ne travaille pas simplement sur la dimension musicale, au sens de musique écrite ou traditionnelle, mais le son, la parole aussi était important. Et dernier épisode sur lequel je m'étendrai un petit peu, qui était peut-être le plus délicat. Finalement, je pense que c'était une très belle collaboration. On voulait aussi susciter la création, pas juste faire exister un répertoire
répertoire existant de Marlon Miranda ou Héctor Villa-Lobos. Et c'est là où le compositeur d'électroacoustique Jean-Michel Jarre est rentré en scène. Alors pourquoi? Là aussi, c'est souvent des rencontres. Pourquoi? Parce que d'une part, on a beaucoup travaillé avec Jean-Michel Jarre dans le cadre, en 2019, cette même année, où on présentait une grande exposition sur l'histoire, les fondements musicologiques, historiques et sociétaux des musiques électro. Jean-Michel Jarre est aussi devenu un des membres extérieurs, experts de la commission d'acquisition du musée de la musique. C'était une époque où il avait un rôle très important aussi auprès de l'UNESCO en tant qu'ambassadeur pour les questions d'écologie. La rencontre entre Salgado et Jean-Michel Jarre s'est créée et loin d'être absolument évidente, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'étapes. C'est pour vous dire à quel point la création d'environnements sonores est absolument pas, pour reprendre un terme employé ce matin, de l'ordre du ludique, mais c'est une affaire qui peut être extrêmement sérieuse. Et je vous déroule juste les différentes démarches. La première chose, c'est qu'il fallait être épaulé. Et Jean-Michel Jarre, lui, le premier, ça, il le savait. Donc on a pris contact, on aurait pu prendre contact avec le musée des Confluences, mais on avait plus à cette époque-là, plus d'interaction avec le musée d'ethnologie, d'ethnographie de Genève, en la personne de Madeleine Leclerc, qui est une célèbre ethnomusicologue, mais davantage centrée sur l'Afrique subsaharienne. Mais à son contact, en fait, on a pu avoir accès aux archives sonores collectées sur plus de 20 ans par le MEG à Genève, archives sonores de populations amazoniennes autochtones. Donc il s'agit de chants d'appel à la pêche, de chants d'amour avec fumée de tabac, de chants d'imitation des animaux à usage de la chasse. Donc on a choisi presque une vingtaine d'heures d'écoute, et surtout Madeleine Leclerc a créé tout un petit aéropage de chercheurs, anthropologues, spécialistes des milieux musicaux amérindiens et notamment en Amazonie brésilienne. Je pense à Pierre Salivas, je pense aussi à Jean-Michel Baudet, Bernd Brabeck ou Mathias Lévy. Et donc on a créé un comité scientifique vraiment à l'œuvre, absolument pas honorifique, à l'œuvre, avec lesquels on a eu beaucoup d'échanges avec Salgado, Jean-Michel Jarre, sur la perception auditive des Amérindiens, sur leurs pratiques musicales, sur ce qu'elles disent de leur connaissance, sur ce que ces pratiques disent de leur connaissance et rapport au monde. Et là, une fois, bien sûr, il fallait qu'on laisse le musicien au travail, Jean-Michel Jarre. Et finalement, il a on avait donné très peu de cahiers des charges, si ce n'est que, bien sûr, il ne fallait pas verser dans l'électro, et qu'il fallait revenir à ses amours premières, à ses compétences premières. Jean-Michel Jarre est un des pionniers du GRM et donc des musiques concrètes. Et donc, il a fait vraiment ce retour à des compositions électroacoustiques qui font intervenir les sons concrets des archives avec quelques compositions électroacoustiques autour, et il a livré ce qu'on n'appellera pas du tout une bande son, mais une composition qui n'illustrait pas les photos de Salgado, qui n'était pas juste une superposition, mais qui était vraiment un parcours parallèle, capable de soutenir néanmoins le récit et les aspirations de Salgado. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point le son, bien sûr, il a son importance dans le récit. Bien sûr, il crée, le public a ressenti cette immersion, mais cette immersion, elle n'est pas là dans le but de distraire un public, elle est là dans le but d'enrichir un récit. Elle se fait souvent au prix de démarches, de moyens, de temps, d'expertise très longues. Ah oui, je vais peut-être passer. Ah oui, non, j'ai oublié une chose, très importante, pardon. Non, pour vous dire aussi à quel point on ne voulait pas musicaliser l'exposition de Salgado. Et par rapport à ce qui a été dit, c'est quelle est la perception du public en fait? Est-ce qu'il peut imaginer à quel point cette strate de travail, de réflexion que l'on voulait sérieuse, de fournie, documentée, experte, et comment est-ce qu'il pouvait en avoir conscience? Alors, ça peut passer par des cartels, mais plutôt qu'une partie du public parte en pensant peut-être à la musicalisation rapide des photos de Salgado, ce que l'on a fait là, c'est des vrais moyens. En fait, on a édité un journal de l'exposition, un journal de 40 pages, un journal riche d'interviews
interviews, de la perception auditive des chants d'Amazonie, notamment par Salgado, sur la démarche aussi de Jean-Michel Jarre, et surtout, dans ce journal, ce petit réseau d'anthropologues, ethnomusicologues s'est livré à l'analyse fine, très très fine, des 25 pistes archives sonores de Pierre Salivas, collectées sur le terrain, en prenant soin à chaque fois de les géographier, de les attribuer quand c'était possible, et surtout de les socialiser, entre guillemets, de rappeler la fonction de ces chants qui faisaient partie de la composition de Jean-Michel Jarre. Et pour nous, c'était extrêmement important que toute cette démarche soit donnée au public de manière un peu... c'était un document qu'on ne pouvait pas lire sur place tellement il était important, mais qui était distribué gratuitement et que chacun a pu emmener chez lui. Voilà. Oui. Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis scénographe au Musée des Confluences, en équipe interne depuis 2 ans maintenant. Et avant de rentrer un peu plus dans les murs du musée, j'ai travaillé en groupement en ayant du coup répondu à des consultations de concours. Dont le premier a été marquant et dont je vais vous présenter le projet, qui a été l'exposition Vénénum, qui a eu lieu en 2017. Donc ça remonte un peu, mais quand cette question de comment le récit devient immersif dans l'exposition s'est posée, je me suis demandé par quel projet je pouvais le mieux illustrer ce que j'essaie de faire, en ayant un petit peu comme Victoria une proposition de participation à cette réflexion à mon niveau de scénographe, parce que c'est quand même le fruit d'un travail d'une équipe et d'une équipe complexe, parce que tout ça se génère déjà dans la fabrication de l'exposition au Musée des Confluences, en étroite collaboration avec un chef de projet qui pense le programme du musée. Et nous, dans le travail de la réponse scénographique, en étroite collaboration avec une création, je dirais, un peu collective d'une équipe qui regroupe différentes compétences. Le scénographe n'est pas seul, il est d'entrée de jeu dans sa conception, entouré d'une équipe de production audiovisuelle, d'un concepteur lumière, d'un graphiste, des fois d'un manipeur, enfin de toutes les compétences qu'on pense nécessaires pour répondre à cette demande. C'est une démarche un petit peu particulière qui du coup amène des écritures spatiales de l'exposition avec différents modes opératoires qui fabriquent du coup des espaces un petit peu comme des moutons à 5 pattes, parce que ce sont des espaces qui mélangent les dispositifs, mais tout ça au service. Et c'est peut-être le plus important, et c'est ce que en tout cas on essaye de défendre du point de vue de l'exposition, de la dramaturgie qu'on va lui donner, c'est-à-dire l'interprétation du programme, et d'un point de vue, et qu'on ose proposer ici, et qu'on nous laisse la chance de proposer. On a dit qu'on avait le droit de se tromper, mais aussi on a le droit d'interpréter un projet, et on va avoir un point de vue dans nos réponses scénographiques, mais dans mon travail, je vais essayer de le proposer sans l'imposer. Et c'est toute la difficulté qu'il faut savoir doser. Et je voulais en parler à travers l'exemple de Vénénum, parce il est sur le poison, ce projet. Il pose la question de la dose. Et je pense que l'immersion, c'est aussi une question de dose. Bref. En tout cas, pour répondre à la question, j'ai réfléchi pour y répondre par tous ces côtés, c'est très difficile. Mais une chose importante finalement qui m'a paru être un peu la particularité de ce musée dans l'approche scénographique, c'est que l'immersion réalise un espace utopique. En fait, nous fabriquons des utopies qui sont plus ou moins réalistes, avec plus ou moins de distance par rapport à la réalité. Donc ce sont des lieux qui vont
qui vont activer l'imagination des visiteurs qui se transforment en spectateurs au fil du temps. On va fabriquer du temps, on va décomposer le récit à travers des espaces. Et ces espaces vont générer un processus qui est vectorisé et surtout au centre duquel on présente les collections. Ces collections, en fait, on va essayer de les faire parler pour amener des questionnements qui élargissent en fait un sujet. On se limite pas à la vision d'un objet, en fait, on met tout en discussion. D'où la difficulté pour moi de faire cet exercice, parce que la forme est toujours en liaison avec le sens. Et donc, j'ai eu du mal à choisir tout ce que j'aurais pu essayer de montrer dans le travail des coulisses de la fabrication d'une exposition, pour vous montrer par le dessin et par nos outils d'architectes, de scénographes, de réalisateurs, de concepteurs, de graphistes. On essaye de mettre ensemble et pour en tout cas essayer de créer du sens. Voilà. Donc l'exposition de Vénénum, je vais essayer de vous la présenter. Surtout, j'ai choisi de vous la présenter à partir de la constitution de son plan d'implantation. Donc vous avez une première vue qui montre un petit peu qu'au Musée des Confluences, on mélange, ce sont des expositions pluridisciplinaires. Et je pense que déjà d'entrer dans cette image, on voit qu'on va croiser les sciences et les natures de collection. Hop. Donc la réponse au concours, je suis allée chercher les deux petits croquis, là, les deux petites axonométries qui amenaient tout le discours et le point de vue de l'exposition, et j'ai fait exprès de choisir celle-là parce qu'en fait elle est clairement, vous allez le voir très très vite, un travail sur le point de vue du spectateur. En fait, il y avait un programme qui décomposait l'histoire du poison à travers et de ses usages et aussi de toutes ses présences dans la nature, de ses pouvoirs bénéfiques ou maléfiques, c'est-à-dire de savoir s'il pouvait soigner, détruire, ou être aussi des instruments de manipulation qui sont à travers beaucoup de niveaux en fait. Et ce programme donc était constitué d'un récit, et dès le concours nous avons eu l'audace de un petit peu changer l'ordre du récit, parce que nous avons voulu tout de suite interroger l'ambivalence du poison, c'est-à-dire et notre moralité par rapport à ses usages. Voilà. Donc un plan est arrivé, et donc on a changé un petit peu l'ordre des choses, c'est-à-dire que le propos devait commencer sur l'exposé de tous les poisons qui étaient dans la nature, à travers, donc il y avait des espèces aussi vivantes dans l'exposition, ainsi que des collections naturalistes. Et ensuite aller dans l'histoire de l'humain par rapport à ses poisons et à ses usages. Et donc pour placer ce point de vue de l'ambivalence, on a choisi de poser la question de notre rapport moral au poison par une introduction et un premier espace qui mettait en jeu ce point de vue. Donc très vite, ce travail sur l'ambivalence et donc le double regard sur un poison, parce qu'on va en fait on en présente la multiplicité, va dans l'espace générer une perspective en champ contre champ en fait, qui va aller chercher la diagonale de la salle d'exposition. Et pour placer ce point de vue, en fait, on a tout de suite, enfin on n'a pas tout de suite, parce qu'on a une entrée et une sortie qui sont imposées par l'espace des salles d'exposition au musée. On a délibérément créé un couloir de transition
à la fois pour faire une espèce de mise au noir et pour faire une transition physique, physiologique du visiteur pour rentrer dans l'ambiance de l'exposition, mais aussi pour placer son regard tout de suite dans la perspective, au sens propre comme au sens figuré, de la problématique. Donc je vais essayer de faire très très vite le parcours. Donc ce couloir en fait était une mise au noir très simple où juste finalement on n'a rien trouvé de mieux à dire que de mettre en scène ce mot de vénénum qui est à la fois mystérieux et c'est posé pour nous la représentation du poison qui est une impossible représentation parce que c'est invisible, c'est une substance qui se transmet, qui est vivante, qui évolue, enfin qui est impalpable. Donc en fait dans ce couloir on entendait du son, des voix qui chuchotaient ce mot vénénum et cette graphie en fait, hein, ces lettres qui se vidaient d'une substance qui se diffusait et qui nous accompagnait juste le temps de déconnecter de l'espace liant. Là, on est rentré tout de suite dans un espace triangulaire, fermé, une espèce d'espace d'un lieu tout de suite défini finalement par 3 fenêtres. Et ces 3 fenêtres, évidemment, regardaient une pomme avec une table et une pomme, un objet, donc du coup un dispositif purement scénographique qui n'était pas du tout demandé dans le programme, mais qu'on a proposé comme introduction et comme en fait espace de questionnement. En fait, cette pomme, tout de suite, elle, pour nous, on peut la comprendre comme on veut en fonction de sa culture. De son imaginaire aussi. Il y en a qui ont vu la pomme de Blanche-Neige, d'autres ont vu la pomme empoisonnée d'aujourd'hui qui est pleine de pesticides. Enfin, il y a aussi la pomme du péché de Adam et Ève, peut-être. En tout cas, la substance circulait et sortait autour de cette pomme pour amener cette table, la table de la consommation, ou une autre table, on verra plus tard. En tout cas, en arrière-plan, un effet d'attraction de l'arrière-plan et qui a été souvent, justement, je pense que le travail de Victoria le montrera, en tout cas, de par la peinture et l'idée de la perspective, en tout cas la référence à la perspective. Il fallait que de cette pomme, on arrive à traverser toute l'exposition visuellement dès le point de départ, à savoir sa dissolution au lointain que vous pouvez voir. Oups. Il fallait bien que j'en fasse une. Hop. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Oui. Là, en fait, on a l'atmosphère polluée de Lyon. Et on verra plus tard, au fil du parcours, comment on va le découvrir. Et on a nos peintures classiques avec toutes ces humanités qui regardent en arrière-plan cette pomme. Donc sur le plan, en fait, vous pouvez voir sur le gros point rouge la progression de l'avancée du visiteur, car c'est finalement ce qu'on travaille le plus dans ce grand récit, c'est comment en fait il va cheminer et comment son corps est abordé par le traitement de l'espace. Et là, effectivement, il y a eu une nécessité pour arriver à montrer tous les poisons dans la nature. On a cherché à enfermer le visiteur dans un espace architectural pour lui permettre d'avoir une sensation de sortie après et de décloisonnement d'espace. Et son corps s'est retrouvé confronté spatialement au corps des peintures, dans un rapprochement, donc presque dans quelque chose de très, très, très proche, tout en ayant derrière, au lointain, on a une vue de ce qui allait se dévoiler à lui au fil du parcours. Il en est né par la géométrie, en fait, un travail sur l'angle et en pointe qui symbolise aussi la progression du poison et qui se traitait dans les murs, mais qui s'est traité aussi à l'intérieur des vitrines, comme là on voit les 2 petits portraits des Borgia, à côté de Catherine de Médicis, et puis qui s'est traité aussi dans la façon de socler certains objets plus tard dans l'exposition.
Cette image, en fait, est un peu suréclairée, c'est-à-dire qu'elle vous montre le dispositif global de suspension au grill, mais finalement, scénographiquement, donc, en fait, en réalité, on ne sentait pas autant de lumière, le plafond disparaissait. Et ce qui était important de découvrir, c'était la surprise, en fait, d'être immergé, du coup, littéralement, par les collections et par les images agrandies de ces planches naturalistes, d'un échantillonnage, en tout cas, de ces poisons venimeux et vénéneux qui apparaissent dans la nature, à travers des collections de minéraux, de végétaux et d'animaux réels et inertes. Voilà. En avançant dans ce grand espace qui s'ouvre et dont on a essayé de décloisonner les murs pour amener l'idée de l'infini, de la sphère, hein, on passe du cadre à la sphère, du cube à la sphère. Et ben, on a retourné, on est passé derrière ces visions du poison dans la nature pour les interroger par leurs usages dans la culture. Et on a connecté réellement les poisons montrés en botanique dans leurs usages par d'autres sociétés comme les flèches empoisonnées, etc. Par des associations, je dirais, pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a mis en vis-à-vis, en surface, des toxines avec les objets qui les utilisaient. À la fin, en fait, comme une toile de fond, et ça fonctionne un petit peu aussi comme cette histoire de diorama avec le lointain, etc. Toute l'exposition l'atmosphère était donnée par cette grande image de fond qui permettait à la fois de faire vivre l'éclairage, mais aussi d'amener ce ciel au lointain, qui est le ciel lyonnais, et donc la progression du poison en fait se dématérialisait, ou en tout cas se réduisait, se diffusait en microparticules pour arriver à contaminer tout l'air et poser cette question. Et enfin, derrière la coulisse de ce fond de scène, on révélait un débat de 4 scientifiques qui mettait en discussion la problématique de l'usage des pesticides et des poisons dans notre vie quotidienne. On terminait par on déambule et on était dans la découverte de ce grand monde empoisonné, hein, qui est l'utopie dont je parlais au début, et on terminait par le pouvoir de remède du poison en utilisant par la pharmacopée à travers les temps et encore aujourd'hui. Voilà, donc l'arrière, j'ai voulu vous montrer un petit peu ce qui était à la source un petit peu de cette réponse scénographique, et qui du coup va peut-être avec des choses dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher dans les nouvelles technologies des dispositifs qui ont été inventé depuis la Renaissance et qu'on re-questionne toujours. Et en fait, c'est vrai que les trois je dirais, sources, les 3 images dont je me suis inspirée pour composer cet espace, eh bien, c'était cette image, ce tableau de Léonard de Vinci de la Seine avec son fond. Pourquoi ? Parce qu'il mettait en présence en fait aussi la traîtrise, enfin quelque chose de très judéo-chrétien peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas moi qui m'a parlé, et tout ça je l'ai caché, je ne l'ai jamais vraiment dévoilé, mais ça m'a permis de construire mon discours, enfin de mettre en perspective tout l'arrière-plan. La composition de ce monde empoisonné qu'on a vu avec les cadres qui se vérifiaient des 2 côtés, et en fait, ça provenait de cette image du tableau de Jérôme Bosch du Jardin des Délices, qui étage en fait et qui démultiplie les choses avec beaucoup de détails. Et ça, ce sont nos collections en fait par leur pluralité
Et enfin, le dispositif théâtral que j'ai consulté, et que j'ai retourné, et qui m'a évidemment interrogée pour fabriquer cet espace, c'est le Teatro Olimpico de Palladio, qui en fait s'est retourné, et qui fait allusion. Donc ça, je suis revenue à quelques premiers croquis pour voir un petit peu la genèse et le travail en fait de cette immersion, qui finalement est une immersion je dirais plutôt intellectuelle, parce qu'elle n'a pas de véritable décorum, mais c'est par la fabrication de l'espace que j'ai essayé d'immerger le public dans les poisons et de les faire réfléchir sur leurs usages, leurs doses et notre rapport à eux. Et voilà, tout ça, ce travail du positionnement du regard du visiteur et de l'évolution de son corps, de ce travail de rythme, d'agrandissement, et ben ça marche dans l'espace. C'est pas évident parce que c'était complètement, je dirais, paradoxal de vouloir faire une double perspective immersive, parce qu'une perspective, normalement, c'est un point de vue et que c'est un tableau, c'est en 2 dimensions. Et là, j'ai essayé de le faire, donc c'était complètement expérimental, par un dispositif répétitif qui est devenu modulaire, et finalement, l'exposition a pu être itinérable, et c'était pas demandé. Voilà. Et voici le retournement, c'est-à-dire que quand on était en fond d'espace, on pouvait retrouver la pomme du début. Voilà, il y a tout un travail entre cette oscillation entre cube et sphère, hein, sur le processus de théâtralisation du travail du regard par rapport au théâtre, par rapport à la scène frontale, et comment en fait il y a quelque chose qui va nous entourer, et en fait je dirais que le dessin il était aussi une approche presque voilà, une question cherchée en tout cas par l'espace à solutionner cette position du spectateur qui est à la fois devant et dedans. C'est pas du tout voilà, et le travail de la vitrine doit faire partie de cette histoire. Elle est un dispositif intermédiaire, elle rentre en jeu dans cet ensemble, et c'est un dispositif de vision qui travaille avec le corps et qui crée la rencontre entre l'objet et le corps du spectateur, du visiteur, par des formats. Et toute la subtilité du travail, c'était de trouver comment, en fait, par les exigences du regard qu'on voulait donner sur chaque objet, on allait pouvoir le placer en double vision ou pas, et en connexion visuelle avec le reste de l'ensemble, à lui trouver ses proportions, son format, pour le garder toujours dans cette proximité avec le point de vue et le corps du visiteur. Voilà, donc ce que ça donne, hein, c'est-à-dire que c'est ce travail après sur des jeux de transparence, l'animation dans le graphisme par l'audiovisuel, de petits signes qui amènent encore un peu plus d'informations et de connaissances sur ce qu'on regarde. Voilà. On est déjà pas mal rentré dans les questions, même sans pouvoir effectivement livrer une recette, comment faire une scénographie immersive. Mais l'idée, c'était effectivement de creuser encore un peu plus loin. On a pu voir dans les précédentes présentations aussi que l'immersion ou la manière de fabriquer l'immersion suit son temps et les manières de faire de son époque. On a vu tout à l'heure dans la présentation de Émeric Perrois le bateau sur le champ de Mars. Mais aujourd'hui, effectivement, quels sont les dispositifs qui ont la capacité d'une manière ou d'une autre de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter les gestes, les conduits et les opinions des visiteurs. Donc, quels sont les dispositifs qu'on peut utiliser pour renforcer l'immersion? Victoria. Donc, je reprends, mais finalement, certaines choses, et beaucoup même, ont déjà été dites, étant donné qu'on fait quand même le même métier. Donc, la particularité ici, par rapport à la démonstration qu'on vient d'avoir sur la thématique du poison, je vais vous faire une présentation plus brève donc, de mon sujet.
dont le support, lui, est une œuvre. Donc l'œuvre centrale que je vous ai présentée, ça vous fait faire un saut énorme hein, entre l'immersion dans le poison et là on va partir dans Van Eyck et la Vierge Chancelier-Rollin, donc qui est ici l'image que vous voyez en haut à gauche. Donc, ce tableau de Van Eyck du XVe siècle, qui est en lui-même d'une grande puissance, qui a un format à peu près de 62 par 66 ou 68 cm, 66 par 62. Donc, pas un très grand panneau, mais qui regorge. Alors, j'aurais voulu revenir à la première diapositive, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que c'est linéaire. Non, mais faites peut-être pas le retour s'il y en avait plein. Mais je vais vous la décrire. C'est que donc on a ces deux personnages que vous avez perçus, je pense, dès le début. Ah, voilà, on les a vus passer. Alors on est reparti loin chez les Grecs. Donc en tout cas, ces deux personnages qui se font face, donc la Vierge, le chancelier Rollin, l'enfant. Donc il y a ce discours des trois personnages qui est le premier plan. Puis, vous voyez qu'ils sont dans une pièce, vous voyez qu'il y a une espèce de vide entre. Donc en fait, là, je ne fais que citer les mots de Sophie Caron, que j'ai révisé avant de venir. Donc il y a ce vide qui permet aux visiteurs de rentrer un peu dans cette conversation, rentrer entre eux qui se frayent un chemin du regard. Il rebondit sur une sorte de jardin suspendu. Là, c'est peut-être grand pour vous, mais c'est quand même petit, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et encore au fond, il y a cette eau, ce paysage qui s'étend. Donc Sophie Caron, lors de son premier récit, m'a décrit en fait tout ce que mon œil, si j'étais seule avec le tableau longtemps en train de méditer, finirait peut-être par découvrir. Donc en fait, c'est assez drôle, j'y avais pas pensé tout de suite en venant, mais les mots de la commissaire sur ce tableau, c'est l'immersion dans le tableau. Donc elle, ce qu'elle m'a décrit, c'est la capacité, en tout cas la possibilité donnée par le peintre, donc là par Van Eyck, dans sa composition et la spatialité de son tableau, de s'immerger à l'intérieur. Donc le chancelier Rollin, parce que je fais tout à l'envers, est le commanditaire de ce tableau. Il l'a commandé pour pouvoir prier devant, méditer, et aussi pour sa mémoire plus tard. Donc il est resté dans l'histoire en tant que priant et, devant la Vierge et l'enfant. Mais donc ce tableau, qui est en fait, c'est intéressant parce que dans la question de Merja à la base, elle disait plus tard quels sont le rôle des objets dans l'exposition. Moi, je ne comprenais pas de quel objet elle parlait. Je me disais les meubles, les assises. Non, elle disait parce que nous, on ne parle que d'œuvres d'art. Donc on ne dit jamais les objets. En fait, si, effectivement, ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'il faut qu'on voit l'œuvre d'art comme un objet. Donc là, en l'occurrence, on est sur un tableau classique, qui peut être hermétique pour certaines personnes. Il ne livre pas tous ses secrets d'un coup. D'abord par sa taille, qu'il faut pouvoir s'en approcher. Il faut se dire, tiens, est-ce que j'ai les codes de l'époque? Peut-être qu'il ne faut pas avoir les codes de l'époque. Peut-être qu'il faut vraiment s'approcher et regarder vraiment à l'intérieur et se rendre compte qu'à l'intérieur, il y a des petits personnages, il y a des pans, il y a des lapins, il y a des détails d'architecture. On est à l'intérieur, mais à l'intérieur de quoi? Il y a un ange, mais en même temps, il y a un paysage. On voit une ville, mais est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on la retrouve? En fait, on est dans cet art flamand du XVe siècle, où il y a plein de choses qui nous parlent, en fait. Il y a du fantastique, mais il y a aussi du littéraire. Donc tout ça, ça m'a été décrit. Et maintenant, il faut le rendre dans l'espace. C'est là où on est obligé de rebalayer pour arriver au plan. Donc, je vous donne un petit bout du récit pour vous expliquer ensuite sa traduction ou transduction. Il faut revenir encore un petit peu, pardon. Et encore, voilà, merci. Donc là, on arrive et on revient sur le plan, beaucoup plus classique que le plan du poison. Donc il faut savoir qu'au Louvre, on a moins de place, j'imagine, et qu'on est très habité de beaucoup d'heures. Donc voilà, on est dans un espace qui n'est pas très grand, qui est carré, qui s'appelle la Chapelle, au musée du Louvre, premier étage, qui donne une visibilité directe sur la pyramide et ce grand axe vers les Tuileries. Donc il y a une seule entrée, une seule sortie. Vous voyez en bas, la petite flèche, c'est l'entrée, c'est la sortie, c'est le sas. Le sas est très important. Pourquoi? Parce qu'on arrive au Louvre. Il y a énormément de monde, il y a énormément de bruit, énormément de lumière, tout résonne. On a traversé déjà plein de salles. Donc voilà, en termes d'immersion, on passe déjà de la ville à l'intérieur, c'est assez épuisant. On traverse des escaliers, on monte, on cherche les flèches, on cherche la salle. C'est compliqué, tout le monde se perd dans le Louvre. C'est pas fait pour, mais ça fait partie de la beauté du lieu. Et donc là, on arrive, il y a ce sas, il est tout petit, mais il est important. Il faut ce sas pour rentrer dans l'espace. Parce que c'est comme au théâtre. C'est comme le moment où il y a le noir, c'est comme le moment où il y a le silence. En fait, l'immersion, c'est quoi? C'est quand même un état. Donc je le dis parce que je parlais du tableau, c'est quand même, il faut être en condition pour pouvoir s'immerger. On ne s'immerge pas d'un coup comme ça, en fait. On ne peut pas se rassembler d'un coup comme ça, on ne peut pas se calmer d'un coup comme ça. Donc on passe le sas, on rentre dans l'espace. Donc là, pour répondre à la question
des dispositifs. La première chose que je vous montre, c'est le plan, parce que ça permet de donner une idée du parcours proposé. Pour en arriver à ce plan, qui est le DCE, moi je vous montre le plan final, mais il y a eu des propositions au début qui n'ont pas marché. Comme on était dans un rapport à une œuvre un peu intime qu'il faut regarder de très près parce qu'elle n'est pas très grande, et qu'en fait, la démonstration des différentes parties de ce tableau qui se fait, on va dire, en 6 ou 7 sections, regorge de petits objets. Ma première proposition, elle était avec des cimaises, des murs assez hauts pour faire des petites salles, pour qu'on rentre dans une petite salle, qu'on voit quelque chose, qu'on aille dans une autre petite salle, qu'on aille voir autre chose. Parce que les objets qu'on vous présente, ils ne sont pas très grands, qu'il y a des miniatures, qu'il y a de l'orfèvrerie. En fait, autour de ce tableau, pour l'expliquer, pour le remettre dans son contexte, pour le faire en fait, entrer en résonance avec d'autres œuvres de l'époque qui permettent de voir chaque partie de ce tableau, eh bien, c'est des petites choses. Donc ces petites choses, première tendance, on se dit une petite chose, on va s'en approcher, on va se mettre dans un petit lieu. Et en réalité, non. Pourquoi ça a été retoqué? Parce que ce tableau, c'est une déambulation visuelle. C'est-à-dire que l'œil, il va passer des petits pans au petit lapin, au petit personnage au milieu, à la Vierge, à l'enfant, à la couleur, au rouge, au bleu, au détail architectural. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout est dans ce tableau. Et donc, la traduction que j'en ai faite spatiale, elle a commencé à essayer de s'approprier cette logique. Peut-être pas s'approprier, mais s'en inspirer. Donc, dans ce tableau, qui est très géométrique, on a à gauche un personnage à droite, un personnage au centre, un vide, un décor, une perspective, etc. C'est ce qu'on retrouve dans la composition de ce plan. Ensuite, vous voyez dans l'axe, pour vous, ça fait peut-être un petit rectangle noir en haut, avec une flèche. Donc, c'est le tableau. On a décidé de le donner tout de suite aux visiteurs. C'est-à-dire, on rentre dans la salle, paf, il est déjà là. On a une exposition dossier autour de ce tableau. L'important, c'est pas seulement de casser la curiosité, c'est de donner différents points de vue. On le voit de loin. Qu'est-ce qu'on voit de loin? On s'approche. Qu'est-ce qu'on voit de plus près? Et aussi, les alcôves que vous voyez sur les côtés, on le verra dans les images suivantes, ce ne sont pas des murs. Finalement, on n'a pas du tout compartimenté l'espace. Alors que dans beaucoup d'expositions, on va créer une salle, une deuxième, une troisième, et diriger en fait le parcours. Là, en fait, on parle de parcours alors que c'est une déambulation. On peut passer dans l'alcôve de gauche ou celle de droite. On peut aller dans celle du milieu, celle du fond. On peut revenir en diagonale. On peut voir le tableau. On peut revenir en arrière. Et c'est important parce que ça génère ces allers-retours, cette co-visibilité qui fait que sans les mots, en partie, l'œil va commencer à noter des formes. Vous voyez en bas à droite une œuvre de Van der Weyden, qui est une Vierge dans sa robe rouge. Elle fait écho directement à la représentation de la Vierge de Van Eyck, qu'on voit en haut à gauche, en bas à droite. De l'autre côté, en face, en bas à gauche pour le coup, vous voyez un personnage. C'est un autre portrait du chancelier Rollin. Donc dans l'espace, par rapport à l'ordre que s'était donné la commissaire au début, où elle avait dit on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties, on aurait pu les faire dans l'ordre contraire des aiguilles d'une montre, rentrer, aller à droite, etc., parce qu'il y a quelque chose d'ergonomique. Mais je lui ai dit, attends, pourquoi on ne reprendrait pas tout simplement la composition du tableau? Le tableau, il est au fond. On va mettre le premier portrait du chancelier à gauche et la section sur les portraits, traitée par Van Eyck et ses contemporains. À droite, les représentations de la Vierge. En fait, il y a quelque chose, ce que j'essaie de vous dire, qui ne va pas être dit au public. Et le public ne va pas se dire « Ah, c'est génial, la scénographie, elle a été faite exactement comme le tableau. » Mais en fait, quand on rentre, on voit une Vierge, on voit une Vierge, on voit un chancelier, on voit un chancelier, on voit un portrait, etc. On avance. Un peu plus loin, on trouve les petits lapins, les petits pans, etc. dans les enluminures, dans l'orfèvrerie. On se dit « Ah, mais il y en a dans le tableau aussi. » Si on va plus loin, c'est écrit dans les textes. Comme ça, on a les clés. Mais si on n'y va pas, c'est pas grave. Si on ne lit pas les textes. De l'autre côté, vous voyez le grand trait vertical. C'est un tableau de Van Eyck avec un élément d'architecture très décrit. Et lui aussi, il fait écho à l'architecture dans la scène. Et là, il y a un autre motif de bleu qui apparaît. Donc, en fait, on va utiliser ces chefs-d'œuvre pour ce qu'ils ont, en fait, d'indices donnés dans le récit qu'on veut porter, en fait. Parce que finalement, le récit proposé par la commissaire d'exposition, donc c'est le fruit d'un long travail, c'est une spécialiste, elle est autant spécialiste que moi je suis ignorante, mais ça ne marche qu'avec des considérations, on va dire, est-ce que, en fait, on donne des preuves au public du récit porté. On ne dit pas, on a imaginé que voilà, il avait représenté la Vierge comme ci, comme ça, et que le portrait à ce moment-là s'était fait. Non, en fait, on va montrer des œuvres de comparaison. Et donc l'idée dans la scénographie qui a été proposée ici, c'est de les permettre. Parce que dès que l'œil va pouvoir comparer, il va voir des choses. Et s'il veut chercher plus loin, il va chercher plus loin. Ça répond à la question tout à l'heure des différents publics auxquels on s'adresse. Là,
par exemple, dans ces œuvres-là, il y a des puissances d'évocation simples qui sont l'expérience esthétique. On la voit, on a son imaginaire, c'est le chef-d'œuvre et ça génère quelque chose, une émotion, on y voit quelque chose. Après, il y a ceux qui sont de plus en plus savants et qui ont tout un contexte derrière, qui sont déjà très très bons en histoire de l'art ou alors très très bons dans l'art flamand et encore plus en l'art flamand du XVe siècle ou spécial. Donc on monte vraiment dans des degrés de connaissance. Mais ce qu'on propose, en fait, c'est la meilleure visibilité sous une sorte de jour qu'on essaye de pas. En fait, c'est une liberté de pouvoir voir ce qu'on a envie de montrer. Et après, effectivement, il y a toute la batterie de textes, de graphismes et de choses qui vont venir aussi porter la forme. J'ai pas pris. Merci, c'est très gentil. Donc là, je vous montre une 3D. Moi, je travaille en 3D. Ça a remplacé la maquette chez nous parce qu'on travaille dans des temps très très courts et qu'on doit montrer à beaucoup de gens les choses. Donc là, c'est pour vous montrer la volumétrie, la déambulation. Donc on est sur des panneaux qui sont fixés sur des sortes de tables, un peu, vous voyez, il y en a 4. Ces 4 tables, elles vont partitionner l'espace en sections. Donc les sections existent quand même, c'est-à-dire que le discours, il est porté, la démonstration, elle l'est. Mais dans chacune de ces alcôves, il va y avoir une covisibilité possible parce qu'en fait, il y a le panneau qui va monter à 2,20 m, effectivement, qui porte l'œuvre, que ça soit, on va dire, en tête de gondole ou en fond, voilà, pour asseoir une œuvre qu'on met en exergue ou plusieurs. Mais dès qu'on tourne, voilà, l'œil passe entre les panneaux, etc. Donc là, il y avait vraiment un jeu de plans où les choses se superposent. Et alors, ce que je vais dire, c'est qu'il y a une partie maîtrisée, c'est-à-dire notamment, par exemple, les œuvres d'appel qu'on a mis en tête ou les œuvres qu'on a mis au fond pour susciter la curiosité. C'est-à-dire qu'on sait qu'en mettant tel portrait de Van Eyck au fond, ça attire l'œil, on rentre dans l'alcôve, on rentre dans le sujet, qu'en tête, mais après, on n'a pas calculé toutes les covisibilités, c'est-à-dire que quand on va passer entre les panneaux, il y a des failles, il y en a qui se touchent, il y en a qui ne se touchent pas. L'œil va se balader partout. Et c'était sûr qu'au moment de l'exposition, ensuite, on laisse les œuvres habiter l'espace. Au Louvre, honnêtement, les œuvres sont tellement fortes. Et souvent, les salles, là, on est dans une salle à peu de décors, un beau parquet, une belle vue, mais il n'y a pas plus que ça. Mais parfois, on a des décors très, très chargés. Donc, en fait, on va créer la scéno, l'immersion, on va créer la couche intermédiaire entre le très beau palais et les très belles œuvres. Et donc le tout, c'est de bien équilibrer pour que les choses cohabitent. Peut-être qu'on peut avancer. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de la couleur. Je vous montre un exemple de travail. Donc voilà, là vous voyez en haut à gauche une photo de mon bureau. C'est pour me mémoriser un peu les différentes étapes, donc les recherches. Donc là, on est vraiment... Moi, je ne cherche pas une évocation par la couleur au public. Je suis pas dans... Enfin, c'est mon point de vue. Je ne recontextualise pas. En revanche, je vais travailler des contrastes qui vont asseoir le mieux possible l'œuvre. Donc c'est vraiment une... Ce que je veux dire, c'est que c'est une approche sensible pour mettre les plus belles couleurs de l'œuvre en valeur, on va dire. Et c'est un peu comme ce qu'on porte, hein, je ne vais peut-être pas vous l'expliquer, mais chaque chose réagit différemment à une couleur, par contraste, que ça soit complémentaire, clair-obscur, etc. Donc moi, personnellement, je fais tout un travail de rapport à la couleur qui n'est pas dans un sens ou une reconstitution historique, mais plutôt sur un contraste qui va asseoir le mieux possible l'esthétique de l'œuvre. Et après, il y a aussi voilà, un ensemble. Donc là, vous voyez des recherches par rapport au portrait dans les rouges, dans les complémentaires, dans les bleus. Et là, on travaille vraiment la nuance. Et en bas à droite, c'est un peu sec comme ça, mais c'est carrément l'essai in situ. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un espace qui existe, avec une lumière qui existe, et que je le donne comme conseil à tous, si vous devez chercher une couleur, cherchez-la à l'endroit où vous allez la mettre, parce que la chercher ici, par exemple, et la projeter là-bas, elle réagira tout à fait différemment. C'est la question de la lumière, etc. Donc ça, c'était un petit exemple très concret, un peu intéressant à montrer, tout simplement parce que, par exemple, vous voyez en haut à droite, donc l'image que j'ai découpée du tableau collé sur fond clair. Pourquoi ? Par exemple, on vient de le restaurer, on veut insister sur la perspective. En jouant sur cette clarté, qu'est-ce qu'on fait ? On prolonge l'horizon, en fait. On va ramener l'œil, par exemple, sur le fait qu'il y ait cette lumière qui émane du tableau. Alors que peut-être sur la planche de gauche, où on voit l'autre portrait de la Vierge sur fond bleu, finalement, c'était un bleu nuit, on va mettre en valeur la robe rouge de la représentation. Voilà. Donc, en fait,
Mon petit encart couleur, c'est pour vous dire qu'en choisissant la couleur de fond, on va emmener le regard quelque part. C'est ce qui va lui paraître le mieux. C'est un peu quand quelqu'un porte un truc, on lui dit « Ah, ça te va super bien cette couleur. Oh, elle a des beaux yeux bleus, verts, marron, etc. » En fait, le tout, c'est ce qui fait réagir. Tout à l'heure, on parlait de vibration, c'est un peu ça. Donc, choisir une couleur, c'est fait vibrer une partie du tableau. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule réponse. C'est-à-dire que on parlait de la salle de la Joconde tout à l'heure. Pendant longtemps, donc le projet architectural, c'était Monsieur Piqueras, l'architecte, c'était pas à moi. Et ensuite, moi, j'ai travaillé la couleur dans une rénovation en 2019. Et là, on a diamétralement changé la teinte des murs. C'est-à-dire qu'à la base, ils étaient terre de sienne, une évocation un peu de l'Italie, comme ça, très claire. Il y en a qui disaient peau de chamois, il y en a qui disent jaune pâle. Enfin voilà, c'était des murs clairs et chauds. Probablement, donc j'ai pas discuté directement avec l'architecte, mais j'imagine une évocation de l'époque, etc., ou de l'Italie. Et quand on m'a donné le projet, c'était pas du tout par provocation, mais je trouvais qu'on était ébloui par ces murs très lumineux, et que finalement, la Joconde et surtout la collection vénitienne étaient complètement éteintes. Les tableaux sont anciens, les vernis foncent un peu, donc il y a un effet comme ça, de plus en plus sombre, et l'œil est plus à même d'apprécier les parties sombres du tableau. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a éteint les murs. C'est comme ça que je l'ai dit, en fait. J'ai dit, c'est trop clair. Du coup, on ne voit plus les lumières des tableaux. Donc, on a baissé... Au début, on est passé par des grilles un peu plus foncées, jusqu'à arriver à quelque chose de très foncé, quelque chose de quasiment nocturne, donc dans ces rapports de bleu nuit, pour ceux qui l'ont vu. Donc, on est passé d'un jaune pâle, un jaune clair, à un bleu nuit. Et en fait, ça a permis, non pas de se dire, waouh, la salle, elle est géniale, elle est toute noire et bleue. Non, parce qu'en fait, non, maintenant, quand on rentre, toute la lumière, elle est dans les œuvres, elle est dans le tableau. Donc là, pour la question de l'immersion, en fait, moi, je ne crée pas forcément de décor, mais en fait, je vais m'effacer et je vais effacer en fait ce qui gêne la perception. Voilà, c'était peut-être un peu long, je ne me rends pas compte. Et on peut passer, j'ai peut-être une diapo suivante. Et non, c'est bon. Van Eyck à Xenakis, là, c'est pas évident. De transition, sans transition. Et c'est toujours la même question. Quel dispositif pour renforcer l'immersion? Donc, on l'a dit plein de fois, pas de recette chez nous aussi. Le fait de cette équipe intégrée dont je vous parlais, audiovisuelle, c'est que 2 ans et demi avant, on travaille avec eux. Et la seule chose, le seul tuyau, à défaut de recette, qu'on va appliquer, c'est que ça va être vraiment l'identité artistique rigoureuse du sujet qui va dicter le nouveau dispositif sonore. Le dispositif sonore, il est réinventé à chaque exposition. Donc l'immersion sonore, elle est réinventée à chaque exposition et en fonction de l'identité propre du sujet. Ce n'est pas du tout en fonction des moyens techniques possibles ou des moyens budgétaires qui vont dire voilà, un 360, une spatialisation, etc. C'est vraiment d'abord l'ADN artistique, scientifique, historique du sujet. Et là, je vais aller très vite pour vous montrer comment ces dispositifs sont renouvelés, d'immersion sont renouvelés à chaque fois. Le premier, c'est l'exposition Xenakis qu'on a présentée en 2022. Alors, comme toute l'exposition, c'est ce que vous voyez ici, ce projet devait incarner l'artiste par la présentation d'œuvres et documents qui témoignaient de ses créations protéiformes, les mathématiques. Il était mathématicien, ingénieur, architecte, compositeur. Bien sûr, au titre de compositeur, l'exposition devait être sonore, mais on a voulu prendre le son et l'immersion sonore comme un moyen, non pas de livrer une espèce de catalogue, un résumé de l'œuvre musicale de Xenakis, comme une playlist par exemple, mais on a voulu que cette immersion, toujours dans le but qu'elle soit signifiante, eh bien, elle traduise au sens profond les aspirations de Xenakis et sa vision de l'art, à savoir, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, s'il y avait 2 aspects qu'on a retenus et qui, pour nous, caractérisaient bien la création de Xenakis, c'est la première, c'est ce qu'on a appelé l'énergie tellurique, voire la violence tellurique. C'est une musique d'une violence. Et donc là, la playlist, ça ne pouvait absolument pas restituer ceci. Donc on a fait le choix, en fait, simplement sur une œuvre qui engage corporellement le visiteur, mais qui pouvait, à titre d'exemple, signifier mieux qu'une playlist qu'est-ce qu'était la création musicale chez Xenakis. Et l'autre, sur lequel on a joué aussi pour l'immersion, c'était à quel point la création musicale chez Xenakis, on l'a oublié, elle était indissociable de la création de jeux, de partitions de lumière. Alors concrètement, comment est-ce qu'on a fait pour rendre cet espace immersif suivant une orientation suivant une orientation dictée par
par le sujet. Alors la première chose, c'est que nous-mêmes, on s'est immergé d'abord dans l'histoire de ces œuvres musicales qui étaient des spectacles musicaux. C'était des vrais sons et lumières, en fait. C'était l'un des inventeurs du son et lumière, bien avant même Jean-Michel Jarre. Mais c'était d'une énergie à déplacer les éléments. Par exemple, ceux qui connaissaient le pavillon Philips de Le Corbusier et Xenakis à Bruxelles en 59. Il y a aussi le Polytope de Cluny que vous voyez ici représenté, ou encore le Diatope de Beaubourg en 1978. Et deuxièmement, donc ça c'était la partie un peu recherche pour comprendre, et après on a travaillé avec un scénographe. Vous êtes extrêmement important dans ce processus, c'est évident. Là, en l'occurrence, c'était Jean-Michel Villemotte, et on a travaillé avec lui de manière à transformer l'espace d'exposition pour en faire, pas seulement, comme ce que tu disais, Victoria, un lieu de monstration, de démonstration pédagogique, mais un dispositif original, sonore et visuel, presque en faire un lieu de projection d'un son et lumière, mais à même la salle d'exposition. À savoir, c'est qu'on n'a pas créé une salle, une black box dans la salle d'exposition, mais ce que montre ce dispositif, et je lancerai la vidéo. En fait, là, c'est la petite salle du musée de la musique qui fait presque 500 mètres carrés. Vous avez vu que tout le matériel était disposé d'un seul tenant et en fait, on a demandé à un studio de création que j'ai noté ici, qui s'appelle le studio Expérience S, Thomas Boisise, de recréer une partition de lumière qui correspondait à la partition de lumière de la musique La Légendaire, créée par Xenakis pour le Diatope de Beaubourg en 1978. Et ce plafond de lumière, en fait, il tapissait l'intégralité de l'espace d'expo. Et là, on a pris le parti qui était un peu intrusif, c'était un peu une prise d'otage, mais ça nous paraissait le seul moyen de dire ce qui était vraiment Xenakis et pas d'édulcorer. En fait, toutes les 20 minutes, l'espace d'exposition, comme vous le voyez ici, s'éteignait, les vitrines s'éteignaient, les murs s'éteignaient, et pendant 3 minutes, on avait pris c'était long, hein, mais c'était pas si long, mais en fait c'était très long. Pendant 3 minutes, on recrée ce son et lumière en diffusant très fort l'œuvre de Xenakis, mais avec la partition de lumière qui l'accompagnait initialement. Alors, est-ce que je vais réussir oui, je crois que c'est ça. Et donc c'était assez beau, les lumières se reflétaient dans les vitrines. Alors c'est vrai que c'était pas comme le public était assez déconcerté, et à la fois c'était une manière pour nous de lui faire comprendre par une immersion, pas gratuite, pas ludique, mais de manière vraiment qu'est-ce que c'était, quel était l'art de Xenakis. Avec juste la photo au fond, vous voyez. Quel était le mot qu'il utilisait lui-même pour cette installation? Le mot, et comment il définissait alors, pas son et lumière, bien sûr. Non, il parlait de polytope, non, de spectacle d'art total, ou polytope. Le polytope de Cluny ou diatope. Voilà, en fonction de la dimension. Et pour vous montrer, donc voilà, ça c'était il n'y avait pas de recette, c'est Xenakis quelque part qui nous a orientés dans ce choix d'immersion, et tout le travail que j'ai une équipe formidable d'audiovisuel, hein, c'est comme je vous disais, c'est de spécifier l'immersion sonore en fonction du sujet. Un an après, là, on est pour notre exposition Basquiat Soundtracks. C'est une exposition qui présentait 80 œuvres peinture et dessins de Basquiat, réalisées toutes, on le sait, dans un rapport d'émulation avec la musique. La plupart de ces œuvres avaient d'ailleurs un titre qui faisait référence à la musique. Là, on parle du no wave, du rap, du jazz, même le boléro de Ravel, la symphonie héroïque de Beethoven. Et là aussi, en fait, juste prendre les citations, enfin les titres des tableaux, créer une playlist, ça ne nous semblait pas satisfaisant. Donc déjà, on a après beaucoup de recherches d'un commissaire génial, Vincent Bessières, on a décidé d'élargir le spectre sonore au bruit de New York, qui était très environnant dans les studios, enfin dans les appartements des années 70-80, au bruit de la télé et de la radio que l'on sait qu'il écoutait en fait en continu dans son atelier, aux musiques phares des clubs, notamment le club 57 qu'il fréquentait quasiment
tous les soirs. Et donc finalement, on a obtenu, sans qu'il s'agisse de citations claires dans ces tableaux, je dirais une masse sonore de 2h30, 3 heures. Là aussi, on aurait pu juste faire un mixage. Et on a voulu aller un petit peu plus loin, toujours guidé par ce qu'on pense être un peu l'approche de la musique chez Basquiat. On a travaillé avec un artiste sonore et designer sonore que vous connaissez peut-être, qui est l'artiste sonore, par exemple, de Pareno, qui s'appelle Nicolas Baker. Et qui, en fait, avec un logiciel d'intelligence artificielle qui s'appelle Bronze, en fait, il a rentré toute notre matière sonore de 3 heures dans ce logiciel. Et ce logiciel avait la capacité de, comme on dit, quantiser les musiques, c'est-à-dire de créer un mixage totalement aléatoire, mais néanmoins où on savait qu'il y avait une harmonisation des tonalités et des BPM et des bits. Et ensuite, il y avait une part d'aléatoire assumée, c'est-à-dire que le mixage généré était totalement imprédictible. Vous ne pouviez jamais entendre 2 fois la même chose sur les 4 mois d'exploitation. Si vous rentriez dans l'exposition, c'était une partition sonore toujours nouvelle. Et en fait, qui télescopait des sons de New York, de la radio, de la télé, du no wave, du rap, de Beethoven, mais toujours par ce système de quantisation toujours en finalement très très harmonieux. Et finalement, en résultait une composition aussi composée qu'anarchique, mais qui pour nous était l'une des meilleures manières de traduire dans cette exposition de manière immersive l'approche présumée, bien sûr, en tout cas interprétée, qu'on pouvait faire de la musique selon Basquiat, c'est-à-dire une approche où prédomine l'aléatoire et le télescopage avant tout. Donc pour vous dire, voilà, il n'y a pas de recette, si ce n'est cette contrainte, comprendre le sujet pour voir quelle immersion sonore on peut inventer. Marion. Alors, avance un peu. Ouais, j'avance. Alors moi, je suis revenue sur Venenom pour vous montrer quelques dispositifs augmentés. Donc j'ai parlé de moutons à 5 pattes, mais là c'est un exemple d'interfaçage entre l'audiovisuel et le graphisme. Je tenais à faire un petit clin d'œil au graphisme, parce que c'est vrai que la démarche au Musée des Confluences, c'est aussi de faire travailler le graphisme un peu plus loin que dans je dirais une mise en place des textes classiques. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, les graphistes ont vraiment travaillé sur une typographie qui se vidait, dans laquelle la substance circulait, et ça participait à l'immersion, parce que dans la trajectoire des visiteurs, en fait, il y avait ces textes qui bornaient chaque partie, mais qui du coup évoluaient aussi au fil du parcours, et avaient un sens, disons, ressentait un petit peu, traduisait un peu ce que les questionnements que pouvaient suggérer les parties. Donc aussi au niveau des interfaces, il y avait le petit couloir de Venenom. J'ai mis un petit court extrait si vous voulez voir ce que ça donnait quand c'était animé. Je vais le passer tout à l'heure. Mais il y avait aussi l'idée d'associer. Alors on a souvent l'habitude d'augmenter un premier plan ou un espace par une image géante. Et là, en l'occurrence, c'était un renversement d'échelle, c'est-à-dire que en fait, la vidéo était miniaturisée, je dirais. Elle rentrait dans la grande composition graphique de l'agrandissement des planches naturalistes. Donc, il y avait un changement d'échelle et une espèce de prolongement aussi du coup de cette immersion par ces effets à l'intérieur du graphisme. Voilà, ça c'était le couloir. Et puis évidemment, dans ces petites vidéos, là, il y a la batrachotoxine. Donc, c'est la molécule, en fait, de la toxine qui se trouve sur les dendrobates, les petites grenouilles venimeuses qu'on voit en face dans leur terrarium, en face de
de la planche naturaliste. Et puis, au fond de l'espace, en fait, dans cette dissipation des poisons dans l'atmosphère, le graphisme reprend aussi, devient aussi signifiant, dans le sens où on utilise pour représenter le mercure ou l'arsenic, en fait, les symboles atomique du tableau de Mendeleïev. Voilà. Et ça se baigne de lumière pour représenter en fait ces substances qui sont dans l'air. Donc voilà un usage, disons, d'augmentation aussi par le graphisme. J'ai voulu faire un petit parler d'une autre exposition. Là, je ne pourrais pas vous la raconter dans tous ses détails, mais qui est intéressante dans le traitement aussi des dispositifs d'augmentation de l'immersion, c'est l'exposition magique. Cette utopie en fait de magique, eh bien, elle se traduit par la présence d'une forêt. Cette forêt, en fait, elle est représentée à l'entrée. Donc, vous pouvez voir. Oups, pardon, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Voilà, je me confondu. Je cherche ma flèche. Voilà. Elle est représentée au début et à la sortie de l'exposition. Elle est dans des modules, on a appelé ça des modules de forêt. Ce sont des boîtes parce que l'exposition devait être itinérable. Et ce sont aussi des dispositifs d'illusion qui sont des espèces de dioramas. Qui associe à la fois un prolongement par l'image, une image qui a été travaillée, imprimée, mais dans quelque chose d'un petit peu qui va un peu plus loin que l'idée d'amener un décor de forêt, en fait, qui cherche à amener la question de la réalité ou de la croyance dans le dispositif d'illusion, qui était aussi un peu la problématique, je dirais, de ce point de départ, de savoir où se situait la magie. Et comment, en fait, qui interrogeait notre croyance avec la magie. Et du coup, la théâtralisation du rideau rouge, pour citer la magie de spectacle, se mettait en conversation, enfin en association avec la magie de la forêt, des croyances plus naturelles qu'on va présenter dans différentes étapes et différentes géométries qui, là, du coup, sont plus du tout des espaces perspectivés avec des points de fuite, mais qui amènent l'idée de la triangulation, du triangle et de sa symbolique et du cercle avec des postures de visiteurs différentes. Donc ce qui était, en tout cas, ce dispositif, donc, qui était un dispositif, je dirais presque un peu old school de diorama, avec des prolongements par des miroirs pour pouvoir agrandir et augmenter cette forêt. Donc jouer vraiment sur son côté un petit peu vieux dispositif d'illusion et tout ça. En fait, était animé et vivait avec et synchronisé avec une éclipse de lune qui était autour du... Oups, bah décidément, cette flèche, je n'y arriverai pas. Voilà, c'est au-dessus. Voilà, qui au-dessus, qui circulait et qui animait toute l'exposition autour de ce grand cylindre central. Et cette éclipse, en fait, la production audiovisuelle a orchestré toute l'atmosphère de l'exposition dans une ambiance qui changeait tout le temps et qui était difficilement perspective, parce qu'on avait décidé de faire ces changements dans des temps très longs, de manière à ce que ce soit difficilement visible. Mais en fait, l'exposition passait du bleu enfin, changeait vraiment de couleur. Au fil du parcours, ce module de forêt, en fait, va évoluer et devenir, au-delà d'un décor et d'un dispositif audiovisuel, qui a mené de la symbolique, de la question, cette mise en ambiance, etc. C'était des véritables vitrines, en fait, qui permettaient de mettre en place des collections comme là le bestiaire et des espaces de découverte.
ce qu'on ne ressent pas forcément dans les images, c'est qu'il se dégageait aussi quelque chose de ces mystérieux, parce que en fait, les arbres, les bois flottés qu'on a mis en place et qui forment le premier plan de ce diorama, en fait, étaient vraiment incarnés par des formes très étranges. On pouvait y voir, en tout cas l'imaginaire du coup fonctionnait parce qu'on pouvait voir des animaux, des visages, etc. Ils avaient un côté anthropomorphique, en tout cas qui déclenchait de l'étrangeté et donc dégageait un peu de magie. Non, c'est du vrai. Ben, du coup, on était dans du vrai. Voilà, justement. Voilà. On parlait. Donc, j'ai parlé de la pomme et de la polysémie de la pomme de Vénénum. Et là, en fait, la polysémie était introduite par la représentation de la forêt dans l'exposition. Et à la fin de l'exposition, en fait, la forêt est devenue un endroit où on a proposé aux visiteurs de pouvoir faire des vœux avec juste des petits rubans, etc. Et en fait, on ne savait pas du tout si ça allait marcher ou pas. Et en fait, ça a vraiment marché. Donc, du coup, le questionnement de la croyance en la magie s'est avéré une preuve presque finale, parce que je veux dire, quand il n'y avait plus de troncs pour faire des vœux, le public a noué ses vœux sur les rubans des autres, et ça s'est superposé et ça a débordé la vitrine, ça a explosé le dispositif. Donc c'était plutôt rigolo, voilà, comme augmentation. Merci à vous toutes. En fait, il nous reste 5 minutes et si on veut avoir un échange avec la salle, je pense, sauf si vous avez vraiment une chose que vous voulez absolument encore dire à notre auditoire, mais sinon on va laisser la place pour les questions. Pour ma part, j'avais juste pensé défiler rapidement les 3 dernières pour montrer les photos réelles de l'exposition dont je vous ai parlé, puisque personne n'a vu que les plans, mais sans forcément faire de commentaires. Si vous voulez. Alors, voilà, c'est juste pour illustrer avec de vraies photographies le travail d'étude qui avait été fait, parce que je sais que les documents ne sont pas toujours très clairs, on ne sait pas toujours comment lire, pour la question de la visibilité, du mobilier, et sur l'immersion. En fait, j'avais aimé, juste pour ma part, clore sur le revers de l'œuvre, parce que depuis le début, donc, je vous ai présenté une peinture, et ça pouvait paraître étonnant de l'imaginer sur cette espèce d'autel, hormis le côté dévotion et la destination de l'œuvre. Et en réalité, c'est une peinture qui possède un revers. Et je boucle juste avec la question de l'objet, puisque la peinture, souvent imaginée en 2D, est aussi parfois un objet. Et là, en l'occurrence, il avait été peint par le même artiste à l'arrière, avec un effet de fausses pierres précieuses, même si on y voit quasiment le cosmos, pour prolonger en fait cet effet d'immersion voulu par le peintre pour le chancelier dans la face avant, mais aussi dans la face arrière, ou dans cette espèce de matière qui est quasiment abstraite, qui date quand même du XVe siècle. Il y a quelque chose d'assez cosmique, en fait. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, la commissaire le dit elle-même, et toute personne passée derrière est surprise, en fait. Il y a aussi des surprises qu'on peut créer qui génèrent une émotion. La surprise est aussi un biais de cette immersion dont on peut parler. Pardon, pour avoir quand même conclu. Merci beaucoup à vous toutes. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'aimerais juste savoir s'il y a vos expositions, après ce travail de créativité, de naissance de l'exposition, d'une première vie comme ça, est-ce que ces expositions, elles ont une deuxième vie? Et quel est votre travail, si oui? Est-ce que vous pensez déjà à où l'exposition risque d'être accueillie? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez en amont si jamais elles ont une vie supplémentaire?
Alors, du coup, je fais le lien. Et alors, j'avoue, c'est une question de circonstance parce que ça n'a pas toujours été le cas au Louvre et c'était pas fréquemment le. Voilà. Cette exposition Van Eyck, elle a servi pour l'exposition Watteau, qui est actuellement encore en cours, qui est en cours de démontage, je crois. Et donc, la scénographie pensée pour ce sujet l'a été aussi pour le sujet suivant. Et c'était, on fait rarement l'exercice, j'avoue, et on commence maintenant à le faire. C'est devenu vraiment un des objectifs du musée. Alors, il y a toujours eu un travail de récupération de nos ouvrages construits. Par exemple, pour être très technique, je dirais que toutes les vitrines de l'exposition que je viens de vous présenter étaient récupérées d'une précédente et ont servi pour la suivante. Donc on est déjà sur 3 vides vitrines, sachant que c'est des vitrines faites pour du temporaire. Elles ne peuvent pas non plus tenir éternellement, mais tant qu'elles ne se décollent pas et qu'elles tiennent, on va s'en servir. Donc il y a un travail de recyclage. La scénographie ici donc, a été réutilisée. Elle a été modulée à la marge pour l'exposition Watteau, c'est-à-dire que par rapport au plan que vous avez vu, ce socle qu'on voit n'est plus utilisé puisqu'il s'agit de la restauration du Gilles de Watteau. Pour ceux qui le connaissent, c'est un très très grand tableau qui fait, je ne sais plus, 3-4 mètres, non, un peu plus de 3 mètres de haut, donc il va occuper la 6 mètres de fond. Et ensuite, on a modifié un peu la scéno, mais gardé la majorité. Au Louvre, en tout cas, il y a une grande politique de s'inscrire quand même, enfin d'être un peu plus vertueux qu'il n'a pu l'être à une époque. Donc évidemment, notre travail de scénographe y participe, mais pas seulement. La programmation commence à être réfléchie aussi. En gros, on ne peut pas penser seulement une scénographie recyclée et de récupération si la programmation de l'exposition, elle, ne le permet pas. Donc il faut quand même des sujets concordants. Et il faut une réflexion globale sur ce qu'est une exposition. Et alors, je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais la question des prêts, des transports d'œuvres, des bilans carbone, tout ça, c'est, si on parle d'écologie, on commence déjà par ça. Et ensuite, évidemment, recycler la matière, voire il y a une plateforme de dons. Alors, il y a une plateforme de dons du Louvre, enfin, auquel le Louvre donne des choses, donc il n'y a pas que le Louvre dessus, et qui est ouvert à toutes les institutions. Donc ça peut être des capots vitrés, des capots plexi, tout ce qui est un peu démontable et réutilisable, parce que tout ne l'est pas. Tout ce qui est fixé, collé, cloué, c'est un peu difficile. Merci. Ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, est-ce qu'il y a une volonté ou une sorte d'économie de l'exposition qui fait que votre exposition, elle est amenée à se retrouver dans d'autres musées en France ou à l'étranger ? Alors, pour la part Louvre, comme c'est une grosse institution et comme je vous le disais, il y a des rôles, en fait, c'est vraiment, ça c'est vraiment le macro, donc c'est la programmation macro, ça ne peut pas se jouer au niveau ni du scénographe ni du commissaire, ça va être une décision bien au-dessus. Les expositions itinérantes, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait. Chez nous, l'exposition va pouvoir avoir lieu dans un autre endroit, mais il y a rarement, je pense, s'il y a des éléments de la scénographie qui vont suivre, mais pas l'entièreté. Parce que peut-être aussi, comme vous l'avez entendu dans la presse, comme on est dans un vieux château croulant, non mais on fait des choses qui sont un peu sur mesure. Et vous voyez bien, d'ailleurs c'est intéressant dans nos 3 sujets qui sont quand même grand écart, on ne peut pas vraiment adapter ce qui a été fait pour le Poison au Louvre, ni si on met ma scénographie au musée des Confluences, elle aura l'air ridicule aussi. Enfin, je veux dire, et alors ne parlons pas de Xenakis, puisque c'est encore un autre domaine, mais ce que je veux dire, c'est que le lieu pour lequel est créé les choses, pour rendre en tout cas le mobilier itinérant, il faut quand même qu'il y ait des points communs entre les espaces qui les reçoivent. C'est ça que j'essaie de vous dire. Je ne sais pas si ça vous répond. Si, merci. Moi, je veux bien faire un complément pour dire que l'exposition Vénénum n'était pas une commande pour être itinérable, mais en fait, sa conception l'a permis et elle est partie du coup au musée de la civilisation à Québec, de par la possibilité de son dispositif. Voilà. Et par contre, en revanche, l'exposition magique était une coproduction avec le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Et dans la commande, il y avait la demande de son itinérabilité, d'où la recherche de mettre la forêt en boîte, ce qui était toute une affaire avec les différentes aisselles des lieux. Et effectivement,
les lieux de la représentation, c'est-à-dire les salles qui accueillent comme au théâtre, par rapport à la scénographie, ça a un enjeu de conception et ça amène une contrainte qu'il faut intégrer dans notre proposition voilà. Scénographique. Et côté musée de la musique, oui, elle tourne, mais pas assez et de manière compliquée, c'est-à-dire c'est après ouverture, pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y a pas, il y a des réseaux, des musées des sciences, des musées de société, mais des musées de la musique, il y en a à travers le monde, mais c'est souvent des collections permanentes, c'est pas d'espace d'expo, donc depuis 5-7 ans, on a constitué un réseau. Xenakis a tourné à la Gulbenkian à Lisbonne et au musée d'art contemporain à Athènes, mais très souvent on finalise les contrats après ouverture, parce que je pense qu'il y a encore une difficulté des musées de s'imaginer qu'est-ce que peut rendre une exposition qui est à la fois visuelle et sonore. Voilà, mais on y travaille. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de la capacité du son à motiver le déplacement et que vous l'utilisiez aussi, alors peut-être pas en termes de gestion de flux, mais un peu quand même pour faire avancer le visiteur. Et je me posais la question, est-ce que vous avez observé des temps de visite très différents en fonction de la place du son, la place que vous laissiez au son dans vos expositions? Est-ce que ça a joué énormément ou pas, quand on sait qu'il y a un standard de la fatigue des visiteurs qu'on observe tous, quelles que soient les tailles des expositions? Est-ce que c'est différent avec le son? Oui, totalement. Déjà, la deuxième, nous, en soi, on n'a pas des grands espaces. On a 2 espaces, 450 mètres carrés, 800, ce qui est pas énorme. Mais par contre, on a des temps de visite extrêmement longs. La moyenne, c'est 1h15, 1h30, ce qui est très long, hein, je crois, par rapport aux autres moyennes, parce que l'expérience de l'image animée, je n'ai pas parlé, mais on a beaucoup de développement audiovisuel et du son, en fait, rallonge le temps de visite. Donc on n'a pas besoin, si on avait un espace de 1300, je pense que les gens se sortiraient essoufflés, ça ne sert à rien. Oui, donc ça vraiment, ça pas double, mais ça augmente sensiblement le temps de visite. Et effectivement, on a remarqué qu'on travaille de plus en plus sur la spécialisation en multipistes, même dans nos commandes, c'est-à-dire que sur une partition de musique, si vous singularisez ce qui va être, par exemple, de la batterie, enfin, des différents instruments, vous les distribuez différemment dans l'espace sonore, c'est-à-dire que vous avez une expérience aussi particulière du son, où que vous soyez dans l'espace. Ça, on l'a remarqué, donc ça incite vraiment, comme quand on voit une lumière au bout du couloir, on entend un son de plus en plus précis dans certains espaces, et ça fonctionne très bien. Et ce qu'on commence aussi à travailler, mais c'est des moyens, c'est la géolocalisation. On fait plus beaucoup de casques avec numéros à taper. Par contre, le casque avec géolocalisation sonore, qu'on avait initié pour David Bowie en 2015 et qu'on va remettre sur lequel on retravaille avec le Centre Pompidou. On fait une grande expo Kandinsky et la musique dans 6 mois, en octobre 2025. Et comment est-ce qu'on conduit la visite et le positionnement du visiteur déclenche un parcours sonore en fonction de son emplacement. Bon, merci à vous toutes. Merci beaucoup d'être venues à partager vos expériences. Et je pense qu'on enchaîne pour la table ronde suivante, où c'est la parole de Hélène Bourneau-Macar. Musée des Confluences.